NFT Business, c'est le podcast qui vous parle de tout l'écosystème Web3. Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, les métavers, les NFT, la tokenisation, la blockchain bien sûr, mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'art et de NFT. La connaissance est le nouvel or, raison pour laquelle nous produisons ce podcast, Claudia Loma et moi, car la connaissance qui n'est pas partagée, c'est de l'or qui se transforme en plomb. Et je suis Benjamin Boutin-Spark et aujourd'hui je suis à la NFT Factory, en plein cœur de Paris, en face du merveilleux musée Beaubourg, et j'ai le grand plaisir d'accueillir Julien Zanet. Julien qui est cofondateur de Rhapsody Curated, qui est une marketplace, une plateforme qui propose des photographies en NFT. Et je suis aussi avec Jean-Michel Payon, qui est très connu dans le monde des NFT parce que c'est un grand collectionneur d'art et de NFT et surtout de photographie en NFT. C'est pour ça que Jean-Michel, tu soutiens le projet Rhapsody Curated et que tu es ici pour nous en parler évidemment. Donc bienvenue à tous les deux. Première question, Julien, le site rhapsodycurated.com est déjà live depuis quelques temps et il propose des premières photographies, donc 3 artistes, en tout cas un collectif, un duo d'artistes et 2 autres artistes qui proposent leurs photographies en NFT. Est-ce que tu peux nous dire Rhapsody Curated, depuis combien de temps ça a été lancé et est-ce que c'est déjà bien parti maintenant? Bonjour Benjamin. Rhapsody Curated, en gros c'est une plateforme qui propose des photographies de photographes, des projets de photographie très très pointus. Et on a lancé ça, la première série, fin septembre. Aujourd'hui, on a 2 séries qui sont sorties, donc Corée du Nord de Stéphane Gladieux et How Much Can You Carry de Floriane Delacé. Et on en a une 3e qui arrive très bientôt. Le projet, il a commencé à être créé dans ma tête fin 2021. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Pierre-Élie de Pivarac, mon cofondateur, et Jean-Michel Payon, qui nous a beaucoup conseillé. Jean-Michel Payon donc, est advisor, tu m'as dit, du projet Rhapsody Curated. C'est ça. Ouais. Alors tu disais des projets de photographie, en fait, donc les photographes qui sont actuellement sur le site sont des photographes qui ont déjà une carrière. On va dire même, Web 2, puisqu'on parle toujours du Web 3, on va dire Web 2, mais disons ils ont une carrière en tant qu'artistes photographes. Ils ont une carrière dans le marché traditionnel de la photographie. C'est ça. Donc ils ont exposé dans des galeries. C'est ça, ils sont déjà cotés. Ouais. Par exemple, Corée du Nord, ça a été la tête d'affiche des rencontres d'art en 2021. Corée du Nord, juste rappelons, c'est le nom de la série. C'est ça, c'est pas le pays. C'est pas le... justement parce que l'artiste, le photographe Stéphane Gladieux, lui était photographe de guerre et il est allé 3 fois en Corée du Nord justement documenter la vie quotidienne des Coréens du Nord. Et donc ça a fait l'objet d'une série de photos qui s'appelle Corée du Nord et qu'on retrouve sur ton site Rhapsody Curated. C'est ça. 73 photographies, 73 portraits de Nord-Coréens prises là-bas et tous sous format NFT en édition unique. Alors tu parles de NFT, donc il n'y a pas toujours des éditions uniques. En général, on peut acheter même plusieurs éditions d'une même photo, si j'ai bien compris, ou c'est vraiment à chaque fois, chaque photo, c'est une édition unique? Alors avec Rhapsody, c'est justement quelque chose qui est spécial, dans la photographie NFT et dans Rhapsody aussi, on peut collectionner des éditions uniques de photographie. Donc avec Corée du Nord, c'est le cas. Et ça change énormément du marché traditionnel où c'est très rare, c'est très 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 rare de trouver des photographies qui sont vendues en édition unique. Souvent c'est des multiples, 6, 7, 10. Ouais. Et je trouve que le fait de pouvoir collectionner, après, Jean-Michel pourra le dire aussi, le fait de collectionner une photo et d'être le seul à la voir, c'est quelque chose de spécial. Oui, alors justement, Jean-Michel, on aimerait t'entendre là-dessus. Donc toi, tu collectionnes justement des photos plutôt uniques, comme on dit, des 1 sur 1, c'est-à-dire une édition unique. Donc c'est-à-dire que la photo que tu achètes, tu seras le seul possesseur finalement de cette photo, en tout cas sous son format digital. Tout à fait, Benjamin, et d'ailleurs c'est une très bonne question et c'est vraiment ça qui m'a amené vers la photographie NFT, puisque effectivement, comme ça a été dit précédemment, j'ai d'abord collectionné de la photo argentique il y a une dizaine d'années à peu près, et c'est justement au travers d'une mauvaise expérience avec un photographe assez connu dont le nombre d'éditions justement n'était pas très certain, m'a frustré énormément.
et a amené en fait à avoir cette frustration pendant longtemps de ne pas être certain vraiment de ce que j'achetais, notamment le nombre d'éditions qui existaient en totalité, est-ce qu'il y en avait 10, il y en a 50, 100, 200, je savais pas du tout, et cette frustration je l'ai gardée pendant des années, et donc ça m'a un petit peu freiné dans ma collectionnite. J'ai été un peu moins compulsif dans mes acquisitions que j'ai pu l'être dans le street art ou dans d'autres choses, et quand j'ai découvert la NFT au travers plutôt de l'aspect technologique, puisque j'ai aussi la chance d'être dans une entreprise qui s'appelle Ledger et qui est le leader probablement de ce qu'on appelle la protection des cryptoactifs, que ce soit des NFT, de l'Ether et du Bitcoin. Du coup, j'ai été obligé de me plonger sur le sujet NFT dès le début, plutôt sur l'angle technologique. Et à un moment donné, j'ai fait la translation aussi avec mon passé de collectionneur, et je me suis rendu compte effectivement du potentiel immense pour moi, collectionneur. Donc c'est une longue réponse, mais qui m'amène à avoir une garantie, ce qu'on appelle mathématique, que l'œuvre d'art que j'achète sous le format numérique, elle est effectivement bien avec un numerus clausus qui soit 1 sur 1, 10 sur 10 ou 50 sur 50 ou 10 000 sur 10 000 si on le souhaite, mais ça c'est sûr et c'est garanti. C'est garanti par la blockchain publique, tout le monde peut le voir, tout le monde peut garantir qu'il n'y en aura pas plus, et ça c'est quelque chose de très puissant pour un collectionneur, puisque ce qui intéresse un collectionneur, c'est soit d'être l'unique possesseur effectivement d'une œuvre d'art, une photo 1 sur 1, ou de savoir combien il y en a pour aussi être capable de dire est-ce que je vais la payer un prix X ou un prix Y, parce qu'à la fin c'est aussi ça qui joue. Et donc encore une fois, pour prendre un exemple, si tu avais la photo la plus iconique par exemple du monde, ou même l'œuvre la plus iconique qui est peut-être la Joconde, si je te propose aujourd'hui d'acheter la Joconde en one-on-one, c'est probablement plusieurs dizaines de milliards. Si je te propose d'acheter un poster où il y en a des dizaines de millions, c'est quelques euros, c'est le prix de l'impression. Et donc pour un collectionneur, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le one-on-one. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, ce qui résonne en moi, c'est le côté multiple de la photo, le côté facilement reproductible de la photo. Et c'est pour ça, à mon avis, que la photographie a mis un temps fou à être reconnaître par le monde de l'art comme étant véritablement de l'art, parce que à chaque fois, les grands conservateurs disaient bon, enfin, une photographie, c'est copier-coller finalement, c'est exactement comme dans le numérique finalement. Et là, avec le NFT, on peut, de la même façon qu'on peut authentifier du numérique, un fichier numérique, on peut maintenant authentifier de la photographie. L'artiste photographe peut dire non, mais je vous garantis, voilà, j'en ai fait 10 éditions, elles sont garanties par la blockchain et il n'y aura pas de triche. Et les gens qui prétendent vous vendre autre chose ou une série plus longue, sont des gens qui ont, c'est de la malversation finalement, et on retrouve dans la photographie cette certitude que l'on a aussi sur les fichiers numériques. Donc c'est en ça que moi je dis toujours la photographie c'est NFT ready, surtout que maintenant les photographes font, tu parlais de l'argentique, pour ceux qui ne connaissent même pas le mot argentique, en fait c'était les tirages papier des photos, c'était magnifique d'ailleurs l'argentique, on pouvait vraiment traiter sa photo comme on voulait, mais maintenant il y a Photoshop. Donc les photographes maintenant sont tous en numérique, et finalement au moment où ils cliquent sur le boîtier, ça devient un fichier digital, et donc instantanément la photo peut être enregistrée sur la blockchain. Donc toi en tant qu'amateur de photographie, donc déjà tu l'étais avant, est-ce que par exemple maintenant tu regardes la photographie différemment, sous un autre œil, en te disant cette photo finalement elle a été retouchée dans Photoshop évidemment, ou pas, ou est-ce que par exemple ça t'intéresse un photographe qui dirait justement je ne retouche rien? Quelle est ta nouvelle perception avec les NFT? Les NFT n'ont pas changé ma façon de voir une œuvre, parce que pour moi une œuvre photographique notamment, mais ça l'est pour d'autres types d'œuvres d'art, pour moi ce que je recherche c'est une émotion. Une émotion face à une œuvre, que ce soit une émotion, il y a toute la palette d'émotions qu'on peut ressentir quand on voit une œuvre, et moi je recherche ça dans les œuvres que j'achète. Donc finalement que l'œuvre soit brute entre guillemets, et qu'il n'y ait eu aucune retouche, et que ce soit vraiment un instant, comme par exemple Bruce Gilden est capable de le faire, qui est un grand photographe Magnum, qui est capable de faire au flash sur le moment un portrait en général dans une rue d'une personne qui s'y attend pas, qui fait une sorte de grimace incroyable et qui est très peu retouchée ou pas du tout je pense. Ça crée une émotion, ou des photos un peu plus élaborées avec beaucoup de post-production une fois que le shoot est pris, je sais pas comment on dit en français, une fois que on appuie sur le boîtier effectivement, dans les deux cas de figure, moi ça me va, parce qu'encore une fois il y aura une émotion qui émanera de cette œuvre, c'est tout ce que je recherche. Ouais, ok, alors ça je comprends, donc ça tu as l'œil du collectionneur qui est quand même touché par la démarche de l'artiste, peut-être même que toi-même tu es photographe aussi j'imagine. Alors justement c'est très intéressant, je ne l'étais pas, donc j'avais plutôt une émotion qui était une émotion plutôt
pas de débutant, mais en tout cas de quelqu'un qui n'a pas une grande expertise technique sur la photo. Mais justement, un peu à cause des NFT et à cause de ce que tu as dit qui est très juste sur le numérique, qui est un autre pan de la discussion qu'on pourra avoir sur le fait qu'aujourd'hui, avec les appareils et le développement technologique de certains appareils photographiques, c'est quand même, et même des téléphones portables, des smartphones qui ont un niveau de capacité de retraitement de l'image et qui font qu'aujourd'hui, c'est quand même très difficile de prendre une mauvaise photo. Alors qu'avant, effectivement, il fallait être très technique pour pouvoir prendre une bonne photo en fonction de la lumière, en fonction de plein de choses, etc. Aujourd'hui, c'est très facile d'appuyer sur un bouton et de prendre une très belle photo. D'ailleurs, Apple est très connu pour faire ses pubs autour de la qualité des photos qu'on peut faire avec son appareil smartphone. Du coup, moi, ça m'a amené quand même à un moment donné à me poser la question. Et donc, j'ai justement, effectivement, je me suis commencé depuis quelques semaines, quelques mois, moi-même de commencer à me plonger justement avec un appareil numérique de bonne qualité. Pas du tout avec la volonté d'être un artiste, mais par contre, comme tu le dis très justement, être capable moi-même de voir quand même le niveau de complexité qu'il faut quand même développer quand on est artiste photographe, pour malgré tout voir la dimension créative qu'il y a derrière une photo. Et c'est pas simplement en appuyant sur un bouton avec le hors-cadre, pas le hors-cadre, la composition, etc. Enfin, il y a plein d'éléments qui sont plus au niveau de la construction d'une œuvre d'art avec un appareil photo, mais qui, pour moi, peuvent avoir un niveau de complexité aussi important qu'un peintre avec sa palette de couleurs. Ouais, alors très bien. Alors justement, Julien, tu veux réagir ? Ouais. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose. Le fait que la technique de prendre la photo, savoir techniquement prendre une photo, c'est pas tout ce dont l'artiste a besoin. Après, il y a c'est tout l'aspect créatif qui, pour moi, fait l'artiste. Parce que, juste par exemple, ceux qui sont sur Rhapsody, Stéphane Gladieux avec Corée du Nord, et Florian, techniquement, ils savent très 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 bien manier un appareil photo. Et il y en a beaucoup d'autres qui savent techniquement manier l'outil photographique. Mais ensuite, c'est la démarche créative, la recherche de comment est-ce que je vais prendre cette photo, avec pourquoi est-ce que j'utilise cette lumière ou ce type de technique pour appuyer mon message. Oui, bien sûr. Julien, puisque tu as la parole, j'aimerais qu'on parle sur Rhapsody, Rhapsody Curated, ton site. Il y a maintenant, on va aborder la question du rapport entre le physique et le digital, parce que sur ton site, on peut, une fois qu'on a acheté la photo en NFT, on reviendra sur la définition exacte de ce qu'est un NFT, d'ailleurs c'est assez intéressant. On peut donc imprimer sa photo. Parce que la question que j'ai tout le temps, que vous avez aussi j'imagine, mais moi quand je donne des formations, c'est oui tout ça c'est très bien, mais comment est-ce qu'on jouit d'une œuvre digitale ? Comment est-ce qu'on en profite chez soi ? Alors vient le moment de l'impression. Alors soit une photo digitale on l'imprime, soit on la diffuse sur un écran Samsung. Maintenant j'ai vu que Samsung fait ce qu'ils appellent the frame, donc c'est des écrans de télé qu'on pose sur le mur, c'est tellement fin, on a l'impression vraiment de voir une image imprimée. Alors sur Rhapsody on peut l'imprimer, c'est ça ? On peut l'imprimer une fois, tant qu'on veut, c'est ça l'image ? Alors ça dépend. Certaines séries sont imprimables, d'autres non. En fait, tout dépend du photographe et de son niveau de confort avec l'idée d'imprimer son travail comme ça. Donc par exemple avec Corée du Nord, le collectionneur peut aller dans son labo local et demander d'imprimer la photo à partir du fichier du NFT, et il aura une impression de qualité qu'il peut mettre chez lui. Donc c'est toujours pour un usage personnel, mais oui. Oui, alors d'ailleurs c'est intéressant, donc, on reçoit le fichier haute définition. En fait quand on voit le NFT, donc quand on voit la photo sur le site, évidemment c'est un petit JPEG, parce que pour que le site se charge rapidement évidemment, mais quand on l'a acheté on reçoit le fichier haute définition, ce qui est déjà quand même... Alors dans le NFT, enfin... Tout le monde peut aller voir, tout le monde peut aller voir le fichier haute définition, il est dans le NFT. Mais c'est pas une définition qui permet d'imprimer un mur par exemple. On pourra faire une belle impression, peut-être 30 par 40 cm, 40 par 50 cm. C'est l'artiste qui décide lui-même, c'est le photographe qui dit j'aimerais que vous l'imprimiez selon telle dimension, j'imagine. Alors, avec Stéphane, il n'y a pas ça par exemple. Lui, il dit ok, vous pouvez l'imprimer. Ah, d'accord. Ensuite, la personne qui l'imprime, elle peut aller dans son labo local, donner le fichier, demander à combien est-ce que je peux l'imprimer, est-ce que à quelle taille ça sera beau et pas flou, quoi. Et là, elle l'imprime. Donc, Mais pour accéder au fichier haute définition, on est bien d'accord, il faut avoir acheté le NFT, il faut avoir. Non, c'est dans le NFT, c'est sur IPFS, c'est disponible. D'accord. Ça veut dire que même avant de faire les NFT, on pouvait télécharger un bon fichier sur Google, parce que Stéphane, il a fait beaucoup d'articles de presse digitale
sur la série Corée du Nord. Donc on pouvait trouver un fichier, aller dans un labo, demander d'imprimer et l'avoir. Mais au final, c'est pas l'œuvre en fait, c'est un poster. Alors oui, je vois Jean-Michel est très plié. Non, mais je voulais juste rajouter ce que dit Julien, peut-être pour les auditrices et les auditeurs de ton podcast, Benjamin, c'est effectivement, il faut peut-être revenir, si tu le permets, un instant sur ce que c'est un NFT, et notamment un NFT de photo. Ce qui a été dit est complètement juste par Julien, et donc je prendrai un parallèle. C'est aujourd'hui, en fait, quand vous avez un NFT, ce que vous avez fondamentalement, c'est que vous achetez un token, un jeton. Vous achetez un jeton qui est sur une blockchain publique. En général, aujourd'hui, 95% de ces jetons NFT sont sur la blockchain Ethereum, ce qu'on appelle, d'accord. Mais ce que vous achetez un jeton. Vous achetez un jeton comme vous achèteriez une autre crypto-monnaie, enfin un autre crypto-actif, un autre objet numérique, d'accord. Quand vous achetez ce jeton, qu'est-ce qu'il y a dans ce jeton? C'est des lignes de code, d'accord, et sur un contrat intelligent, ce qu'on appelle un smart contract. Et ce jeton en particulier, admettons le numéro 3 de Stéphane Gladieux dans la collection Corée du Nord, ce jeton va être très spécifique et il ne va pas être le même que les autres, celui d'avant, celui d'après, d'accord. Donc admettons n'importe quoi, le numéro 3, il n'est pas pareil que le numéro 2, il n'est pas pareil que le numéro 4. Et pourquoi il n'est pas pareil? Parce qu'à l'intérieur en fait de ce jeton, il y a ce qu'on appelle des métadonnées, qui sont des lignes d'information sur à quoi rapporte ce NFT ou cet objet numérique. Et dans les informations qui seront dans ces métadonnées, il y aura à la fois la description de l'œuvre, donc ça va être auteur de Stéphane Gladieux, collection Corée du Nord, numéro 3, et puis une description, voilà, dans le contexte de la collection Corée du Nord. Voilà. Ça, c'est des informations qui sont des informations qu'on peut lire de façon intuitive en anglais la plupart du temps. Et il y aura un lien. Il y aura plutôt un lien hypertexte vers un fichier image qui lui est ce qu'on appelle le IPFS. IPFS en anglais, désolé, qui veut dire Interplanetary File System. Donc c'est système interplanétaire fichier image, et qui lui, effectivement, c'est là où il y aura l'image, et fondamentalement le lien IPFS, il est public, c'est-à-dire que n'importe qui va pouvoir aller sur le smart contract ou sur même la plateforme du coup Rhapsody Curated, et va pouvoir cliquer sur les métadonnées, va pouvoir voir les métadonnées, va pouvoir voir le lien, et va faire un copier-coller du lien sur une autre page, et en allant, va pouvoir télécharger cette image. Et donc fondamentalement, pour revenir à ta question, cette image, elle est publique, donc tout le monde peut la télécharger. La seule chose qui est pour moi le point essentiel qu'acquiert le collectionneur, c'est qu'il acquiert la propriété fondamentale de l'accès à cette métadonnée, et surtout l'unicité, enfin le nombre unique ou multiple selon les cas de cette œuvre numérique, et il est capable, c'est opposable au tiers finalement. C'est comme un certificat d'authenticité et de propriété d'une maison à la campagne avec la clé dedans, en fait. C'est vraiment ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est comme à l'époque, quand on achetait une photographie, on allait en galerie en général et on recevait de la galerie d'art un joli papier tamponné en disant vous êtes, alors cette œuvre est authentique d'une part, et vous êtes l'heureux propriétaire de cette œuvre-là. Et il fallait surtout pas perdre ce papier, parce que même en cas de faillite de la galerie, il fallait surtout garder le papier. Et finalement, on peut dire que ça s'est remplacé par quelque chose de beaucoup plus puissant et maniable, qui est un NFT. Parce qu'évidemment, on est sur une blockchain publique comme Ethereum, et là, le monde entier reconnaît cette blockchain publique, et le monde entier peut s'assurer que vous en êtes vraiment le propriétaire. Rebondissons sur IPFS, parce que rappelons quand même que sur une blockchain comme Ethereum, et même sur toutes les blockchains, on ne peut pas installer dans la blockchain un fichier lourd, un fichier image, encore moins vidéo. Donc on est obligé de ruser, et on va installer ce fichier sur des serveurs décentralisés, ce qu'on appelle effectivement IPFS. Mais comme ça, les gens savent que l'image ou la vidéo ou le gros fichier, il est hébergé ailleurs que la blockchain. Il n'est pas validé par la blockchain, mais disons que la blockchain fait appel à ce fichier-là, et c'est un peu la puissance de cet écosystème décentralisé. Ça fonctionne en blockchain et serveur. Mais donc tout ça pour dire qu'un collectionneur qui achète une photo en NFT, il a un jeton, comme tu dis, qui est validé par une blockchain, qui le rend propriétaire de cette œuvre, et il a un fichier haute définition à disposition qui lui permet d'imprimer, etc. Et puis, il est en rapport aussi, il faut voir, quand on a le NFT, on a un rapport beaucoup plus direct avec l'artiste, finalement. Et là, j'en viens à une question pour toi, Julien, sur Rhapsody Curated. Dans Rhapsody Curated, il y a Curated. Il faut savoir que ce mot est très connoté dans le monde de l'art. La curation dans le monde de l'art, ça veut dire que tu t'engages, tu soutiens un certain nombre d'artistes que tu as décidé, enfin toi ou le board, on va dire, vous avez décidé de soutenir des artistes. Et en général, quand on fait de la curation, on soutient un artiste sur la longue durée. On s'engage sur la valeur de cet artiste en disant il a une carrière, il a un savoir-faire, il a des intuitions, et vous le soutenez pendant longtemps. L'idée, c'est ça. Est-ce que vous inscrivez dans le rôle d'une galerie d'art,
vous allez suivre vos artistes comme ça pendant longtemps, c'est ça l'objectif? Bah oui, en quelque sorte, notre but c'est de commencer à travailler avec un artiste maintenant et de toujours être dans cette relation d'ici 5-10 ans avec Stéphane, Florian, Pascal et Bruno, les 4 premiers qui font notre première saison. C'est exactement ce qu'on veut faire. Ils ont beaucoup de travail déjà qu'ils ont sorti, qui est magnifique, hyper intéressant. Et on voit qu'ils ont la volonté de construire des choses encore plus grandes au fil des années. Donc nous, on veut carrément les suivre dans tout leur chemin. Est-ce que ça change leur carrière? Parce que certains ont déjà 20 ans ou plus de 20 ans de carrière. Est-ce que les NFT, c'est en train de bouleverser leur pratique, leur univers artistique? Bah, ça change certaines choses. Ouais. Donc là, je vais juste parler de Stéphane parce que donc on l'a sorti en premier, donc là on a un peu de recul. Stéphane, en fait, il n'avait pas de connexion avec ses collectionneurs avant les NFT, parce que dans le monde traditionnel, il y a la galerie. La galerie, c'est l'intermédiaire. Et on va dire, ce qu'elle a, cette galerie qu'elle ne veut pas partager, c'est son fichier de collectionneur. Voilà. Donc, oui, c'est secret professionnel même. C'est ça. Donc, ils ont raison, c'est leur business. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est très frustrant pour l'artiste de ne pas savoir qui a acheté ses œuvres. Parfois, ça peut être très frustrant. Et avec les NFT, c'est impossible de couper la relation entre l'artiste et le collectionneur. Avec Rhapsody, ce qu'on fait, c'est déjà, on ne peut pas la couper, la relation, mais on essaye de la rendre encore plus forte, donc en créant des liens par des groupes donc là, on a créé un groupe sur Twitter qui réunit tous les collectionneurs et Stéphane pour la série Corée du Nord. C'est hyper intéressant de voir les échanges qu'on a là-dedans. Et aussi, ça permet à Stéphane de développer ses futurs travaux avec ses collectionneurs. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Ouais, carrément. Alors ça, Jean-Michel, tu dois confirmer, j'imagine. Il y a un truc magique, moi aussi, j'achète des NFT d'artistes et tout de suite, je vais sur Twitter en disant, je trouve le Twitter de l'artiste, je lui dis, je vous ai acheté un NFT, je l'adore. Et l'artiste est fou de joie parce qu'il connecte avec un collectionneur. Donc toi, ça t'arrive tout le temps, j'imagine. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un très bon point. Ça fait partie des avantages compétitifs, on va dire, des NFT par rapport à un médium autre. Notamment effectivement une œuvre physique classique, cette désintermédiation et donc l'élimination de l'intermédiaire, en tout cas qui se met entre le collectionneur et l'artiste, et qui est maintenant principalement utilisé par des plateformes ou par des plateformes de curation comme Rhapsody Curated. Mais c'est vrai que ce lien direct entre le collectionneur et l'artiste, il est, je dirais, chéri des deux côtés. Le collectionneur est très content de pouvoir être en lien direct avec l'artiste, et l'artiste est très content de savoir qui a son œuvre, pourquoi, et ça crée des relations assez fortes. Et j'ai la chance effectivement moi d'avoir créé des liens assez forts avec des grands artistes photos, que ce soit des photos historiques, enfin des photographes historiques qui ont basculé dans les NFT comme Bruce Gilden, encore une fois qui est un grand photographe magnum américain, new-yorkais, assez connu dans son domaine, ou d'autres, ou dans les NFT avec des gens comme Drift, des gens comme Justin Aversano qui sont parmi le top 5, on va dire, des photographes mondiaux là-dedans. Et donc ça veut dire que je les connais directement. Pourquoi je les connais directement? Et c'est peut-être un point encore une fois important pour les personnes qui écoutent ce podcast, c'est que en fait quand vous achetez un NFT, vous achetez avec un wallet, avec un portefeuille numérique, d'actifs numériques, avec une adresse, comme une adresse email, en fait c'est une adresse email mais équivalente avec sur Ethereum par exemple, et de la même façon vous achetez à quelqu'un d'autre qui lui-même a une autre adresse de wallet et qui est l'artiste directement, ou éventuellement représenté par une galerie, mais la plupart du temps c'est l'artiste directement. Et donc ça veut dire qu'en fait c'est comme d'échanger en direct en fait avec un message privé sur Facebook Messenger ou MSN à l'époque ou autre chose. C'est en fait ça crée nécessairement un lien direct, parce qu'ensuite comme vous l'avez acheté sur une plateforme, ou parce que forcément moi en tant que collectionneur je sais ce que j'achète, donc je sais que c'est Bruce Gilden, je sais que l'adresse est l'adresse de Bruce Gilden. Ensuite je vais retrouver sur Twitter, comme tu l'as dit Benjamin, le compte Twitter de Bruce Gilden, et je vais dire je suis très content d'avoir acheté la dernière photo de Bruce Gilden en taguant Bruce avec son hâte, voilà. Et puis ensuite Bruce Gilden il va savoir que c'est moi, il va savoir que l'adresse 12345 sur Ethereum c'est la mienne, puisque voilà, il fait le rapprochement entre les deux. Et même des fois c'est fait automatiquement avec Twitter et tout ça, ou les plateformes diverses et variées, et il a un lien direct. Et ensuite il peut décider, l'artiste et le collectionneur peuvent décider de rentrer dans une communication directe
Ce qui va apporter énormément de valeur au dos. Ouais, il y a deux choses. D'abord, comme tu dis, on fait partie. Alors, quand on achète l'œuvre d'un artiste, sur Twitter, on s'aperçoit qu'on rentre dans la communauté de l'artiste et qu'on peut chatter, discuter avec d'autres collectionneurs et apprendre encore plein de choses. On peut chatter avec l'artiste en direct, tu as raison. Et puis, parenthèse, tu dis quelque chose de très intéressant, les gens doivent savoir. Si vous allez sur le Twitter de Jean-Michel, je crois que tu affiches publiquement l'adresse de ton wallet, hein, c'est public. Après, vous allez sur OpenSea, vous tapez l'adresse de Jean-Michel et vous voyez toute sa collection. Pour autant qu'il souhaite la montrer, mais je pense que toi, tu es fier de la montrer. Mais donc ça, c'est un outil fantastique pour voir la collection des gens. On peut voir sur OpenSea pour autant qu'ils décident. Et alors, question pour Julien, parce que justement, c'est la fin des intermédiaires. Alors, on dit ça depuis le début de la blockchain. Mais finalement, Rhapsody Curator, tu es un nouvel intermédiaire, mais une nouvelle sorte d'intermédiaire. C'est-à-dire que tu proposes la curation, tu as fait une sélection, comme ça pour les gens qui n'ont vraiment pas le temps de passer des heures à sélectionner, comme Jean-Michel aussi. Bon, tu as beaucoup de culture, mais il y a plein de gens qui n'ont pas cette culture-là, qui préfèrent effectivement aller sur une plateforme curatée, comme la tienne. En revanche, tu n'es pas totalement un intermédiaire comme avant, parce que l'artiste peut être en contact avec ses collectionneurs directement. C'est ça. Oui, on est un intermédiaire, mais on crée des liens. Un intermédiaire de lien, oui. Voilà. Mais alors attends, en termes de business, alors comment tu fais? Parce que finalement, je me fais l'avocat du diable. Progressivement, finalement, le collectionneur pourrait acheter en direct à l'artiste, finalement. Donc Rhapsody pourrait se trouver un peu coincé entre deux eaux, quoi, finalement, deux feux même. En fait, on se base vraiment sur le fait de... alors, créer ces liens forts entre le collectionneur et l'artiste, oui, on pourrait se dire ensuite l'artiste et le collectionneur pourraient dealer sans nous, sans travailler avec nous. Mais en fait, ça c'est la théorie. Ouais. Dans la pratique, je pense pas que ça se passera comme ça. Juste par le fait que nous aussi, on crée un lien fort et avec nos collectionneurs et avec les artistes avec qui on travaille. Je peux te dire que là, Stéphane Gladieux, il est hyper content d'avoir travaillé avec nous et on est déjà en train de parler de ce qu'on va faire ensemble dans le futur, etc. On n'a même pas besoin de signer un contrat long terme ou je ne sais quoi. C'est juste, on a une... Oui, un engagement gentleman agreement, quoi, un engagement moral. C'est surtout ça. Que ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que vous allez faire plus que... Ou alors le vrai travail d'une galerie qui est de pousser l'artiste, c'est-à-dire de lui proposer des événements, de fédérer la communauté des collectionneurs, de faire des choses en fait, de bouger autour de ça. C'est pas que on imagine toujours l'intermédiaire comme étant juste là pour prendre sa part en fait de la commission. C'est pas du tout ça. Alors nous, que vous êtes censé on veut rentrer dans des festivals de photographie, on veut le présenter avec des gens à qui dont il n'aurait pas eu accès. Normalement, on veut lui permettre de réaliser des travaux qu'il n'aurait pas pu faire. Et là, donc, je prends Stéphane comme exemple, mais avec tous nos artistes, c'est comme ça. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec qu'est-ce que cette personne pourrait faire avec les artistes de Rhapsody. Oui, puis vous devenez, vous rentrez dans votre vrai rôle qui est de vous occuper d'un artiste, alors que lui, l'artiste n'a pas le temps de faire tout ça. Lui, son travail, c'est de créer, et vous, votre travail, c'est de le promotionner, de le mettre en avant, qui rentre dans des belles collections, etc. Parlons du prix. Alors, je vais demander à Jean-Michel, parce que lui, je pense que tu es un expert sur les prix. Alors là, sur Rhapsody, je vois qu'une photo est en moyenne vendue entre 1 Ether et 1 Ether et demi. Alors bon, réflexe de base, hein, on convertit immédiatement en euros. L'Ether est à 1200. Donc on est sur une photo à entre 1200 et 1700 euros, voilà, pour avoir une édition unique d'une photo. Je crois que sur Rhapsody, donc si on veut l'acheter, il faut connecter son wallet, il faut avoir de l'Ether dedans. Et après, on peut faire la transaction, récupérer le token. Et Jean-Michel, est-ce que ce prix-là a été concerté avec toi aussi? Qu'est-ce que tu penses de ce prix? Est-ce que c'est un prix moyen? Est-ce que c'est déjà cher? Est-ce que c'est pas cher? Quel est ton avis? C'est une bonne question. C'est vrai que le prix d'une œuvre photographique digitale, dans le cas qui nous intéresse, ou numérique, comme on dit en français, ça mène à débat. Ça mène à débat aussi par rapport à la cote de l'artiste. C'est certain qu'un artiste qui a déjà une grosse cote, et si on va dans une galerie classique et qu'on achète une version imprimée, entre guillemets, argentique ou autre, de cette œuvre-là, et encore une fois, avec
l'incapacité de garantir qu'il n'y en a que 5 ou 10 ou 20, parce que c'est impossible de garantir qu'il n'y en aura jamais plus, parce que rien n'empêchera, même les ayants droit dans 20 ans de Stéphane Gladieux, ou 30 ans ou 50 ans, d'en imprimer plein. Ça, rien ne le garantit, alors qu'avec le NFT, on est sûr qu'il n'y en aura qu'une. De ce point de vue-là, c'est vrai qu'il faut toujours se rapprocher, et c'est pour ça qu'on peut savoir effectivement si une œuvre NFT a un bon prix ou pas, c'est on se rapproche du marché physique. Et dans le contexte, je pense que là, je peux renvoyer la balle vers Julien, mais je pense qu'en tête, je pense que les œuvres de Stéphane Gladieux en argentique, entre guillemets, c'est probablement entre 3 000 et 10 000 euros, j'imagine. C'est 10 000 euros. C'est 10 000 euros, bon. Voilà. Ouais. Et c'est quel nombre d'éditions ? C'est, je pense. Alors Stéphane, c'est spécial parce que après avoir fait les NFT, il a décidé. D'accord, mais avant. Ouais. C'est sur le nombre d'éditions, on était sur 7. Sur 7, d'accord. Donc on était à peu près à 10 000 euros à 7. Donc là, ça veut dire qu'à un Ether à 1 200 euros, avec un unique, en termes de médium. Pour une photo bien particulière sur une catégorie particulière, c'est entre guillemets une bonne affaire. Une bonne affaire, oui, c'est ce que j'allais dire. Mais encore une fois, donc pour revenir à la question d'un Ether, là dans le contexte de Stéphane Gladieux, c'est une affaire. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup de collectionneurs qui se sont intéressés et qui ont acheté ces œuvres numériques. Peut-être que si le prix d'un Ether avec un autre artiste peut-être moins connu, moins coté, ce sera peut-être moins une bonne affaire. Et après, c'est une question peut-être plus pour Julien et pour l'équipe de Rhapsody Curated, c'est effectivement comment on positionne un prix. Je pense que, et ça je renvoie la balle vers Julien, mais j'imagine que le prix il est choisi aussi pour justement avoir un prix un peu fixe, pour permettre en fait aux gens de se dire ça me coûtera toujours ce même prix. Qui est un prix fixe en Ether, qui forcément bouge en fonction des fluctuations du prix de l'Ether contre l'euro, mais ça donne un peu un prix psychologique, on va dire, qui fait qu'on sait qu'on peut constituer une collection avec un certain nombre d'Ethers tous les ans. Alors, au fil du temps, les prix, nous on se dit pas un Ether pour la vie. Ça on verra. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ça, parce que pour nous, c'est le prix du marché. C'est un Ether. On rentre en fait dans cette classe de photos qui sont premium dans le marché de NFT photographie. Donc pour nous, c'était hyper important d'avoir un peu cette image de. Enfin, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on va jamais vendre de photos en dessous d'un Ether. Oui, parce que tu calcules par rapport au coût de l'euro, par rapport au change avec l'euro. C'est vrai que pour les gens qui rentrent dans cet univers, déjà le concept de propriété digitale, c'est très nouveau. Le concept de wallet, c'est totalement nouveau. La blockchain, c'est nouveau. Et en plus, il faut acheter en Ether une crypto-monnaie qui fluctue par rapport à l'euro, qui aujourd'hui est à 1200, mais nous, on l'a connu à 4000 euros. Donc ça fait quand même un facteur x4. Donc évidemment, j'imagine que vous, quand vous faites vos prix en crypto-monnaie, vous regardez l'équivalent euro. Donc quand tu dis un Ether, c'est-à-dire 1000 euros en fait. J'aimerais revenir sur quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et ça revient à des questions nombreuses que se posent les gens qui ont des produits physiques à vendre. Alors pas que dans l'art, on parle aussi dans le retail, dans le marketing, des gens qui ont des produits physiques et qui voudraient vendre un double digital. Est-ce que justement avec Stéphane Gladieux, avec les photos que tu proposes Julien, est-ce qu'on n'est pas dans le double digital? Parce que lui, Gladieux, le photographe, il explique clairement sur ton site qu'il a sa carrière avec des photos classiques qu'il expose en galerie, et il a une sorte de nouvelle carrière qui donne à ces mêmes photographies, c'est la même photo, mais qu'on peut retrouver que en digital sur Rhapsody en édition unique. Alors, est-ce que c'est un double digital, ou est-ce qu'il considère que c'est une nouvelle œuvre ou une nouvelle carrière pour son œuvre, ou un nouveau chemin? Enfin, comment il voit ça justement? Alors, comment il gère ça? C'est pas un double digital. Ah voilà. Oui. C'est une nouvelle matérialisation de son œuvre. Parce que, alors, un double digital, ça serait un NFT qui serait le double d'un des tirages physiques, par exemple. Donc, on a le tirage 1/6, et il aurait, si Stéphane fait un NFT du tirage 1/6, c'est un double digital de ce tirage-là. Ah oui, ok. Là, ce qu'il a fait, c'est un NFT qui représente la photo. Donc en fait, c'est juste une différente matérialisation. Comme si c'était la pellicule, tu veux dire? C'est si ça. on était dans le temps ancien, oui. Okay. Oui. Ah oui, ok. Et ce qui est intéressant aussi avec Stéphane, c'est que après la vente, dans son coin, un jour, il réfléchit et il se dit, en fait, j'ai fait un NFT. J'ai envie de mettre plus de rareté encore dans mon travail. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré carrément la 7e édition de ses impressions, de ses tirages physiques.
Oui, ça s'appelait, attends, j'ai dit la pellicule, je pensais au négatif. À l'époque, c'était ça, quand tu faisais de l'argentique, il y avait le négatif, et là, c'était la pièce maîtresse du photographe, parce que c'est à partir de ça qu'on pouvait faire tous les tirages. Et là, c'est un peu dans l'idée, j'aime bien cette idée. C'est la matrice de la photo. C'est la matrice, j'aime bien cette idée du photographe qui dit, bah oui, la photo a eu sa carrière en galerie, classique, mais elle a maintenant le négatif et la unique. Mais alors, on pourrait presque le vendre, en fait, beaucoup plus cher, parce que c'est le négatif, c'est la matrice. Pour moi, et je pense pour Jean-Michel, c'est le pari. Et plus on est dedans, plus en fait, c'est plus un pari. C'est sûr et certain. Selon les artistes, oui, c'est vrai que c'est un peu c'est plus qu'un pari, c'est une quasi-certitude pour certains artistes qui effectivement, comme Stéphane Gladieux, mais d'autres, je vais en citer dans quelques instants, vraiment maintenant sont convaincus que le NFT c'est le futur de leur art et de leur œuvre et de leur production, etc. Et donc effectivement, il y a une petite anecdote, c'est que donc encore une fois, Bruce Gilden, que je collectionne depuis quelques temps maintenant, je possède le 1 sur 1 en NFT d'une de ses photos, dont une des impressions en version papier entre guillemets est au MoMA à New York. Qu'est-ce que vaut mon NFT par rapport à l'impression physique qui est au MoMA? C'est un débat. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est à ce moment-là qu'on peut se retourner vers l'artiste et lui poser la question. Et sans trahir de secret particulier, l'artiste considère que ce qu'il y a au MoMA, c'est un multiple, alors que ce que je possède, c'est un original. Et donc, ça veut dire que si le directeur du MoMA nous écoute, il peut m'appeler, mais on est effectivement sur une situation qui, pour l'instant, est encore un peu jeune et un petit peu comme ça nébuleuse, mais dans quelques années, il y aura un débat très fort sur une sorte de propriété intellectuelle, pas de l'œuvre et de son exploitation commerciale, mais de la propriété vraiment physique, entre guillemets, de l'œuvre. Voilà. Est-ce que c'est le MoMA qui a l'original? Non, puisque c'est un multiple. Est-ce que moi j'ai l'original? En tout cas, j'ai l'original numérique. Alors même là, moi je dirais que t'as pas l'original, mais t'as la version la plus rare du travail du photographe. Mécaniquement, j'ai la version la plus rare puisqu'il y en a un seul, mais comme effectivement ensuite c'est pour ça que je disais, ça va être une sorte de contrat social ou un contrat tacite ou explicite avec l'artiste qui va peut-être de façon officielle ou officieuse dire, pour moi l'original c'est pas le négatif parce que le négatif je l'ai brûlé ou je l'ai perdu ou il est inutilisable. Par contre, ce qui va durer ad vitam aeternam, c'est le NFT et la photo qui elle-même est quelque part sur la blockchain, enfin dont la réplication est sur la blockchain. Donc fondamentalement, c'est ça le vrai original. Oui, puis de toute façon, il n'y a plus de négatif. On est dans du pur digital. Donc en termes digital, ce serait le NFT qui serait l'équivalent de la matrice, comme tu dis. Le mot est chouette. Le MoMA, vous avez vu, tiens, parenthèse, vous avez vu le MoMA qui va vendre des Picasso, des Matisse, voire même un Turner, je crois, pour lancer une collection de NFT, pour acheter des NFT. Acheter des drifts, des Aversano, etc. De Justin Aversano, oui, qui est un grand photographe que Christie's a vendu en NFT au tout début, il y a 2 ans. Tu en penses quoi, ça, Jean-Michel? Enfin, j'imagine que c'est bien, mais... moi, je suis très supportif de ça et je suis même, ça fait des années que 3 ans peut-être ou 2-3 ans que je dis qu'effectivement je cite toujours le MoMA parce que c'est probablement le musée dans l'art contemporain international le plus connu, emblématique. Donc et puis ils ont toujours été très avant-gardistes sur plein de sujets. Quand vous allez là-bas, c'est incroyable les collections qu'ils ont à différents niveaux. Mais effectivement, pour moi, le MoMA qui fait ce mouvement, c'est un mouvement qui est quand même un mouvement de fond. Ça montre que malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend avec les bruits sur le fait que oh là là, les NFT c'est de la spéculation, c'est encore un truc de geek, ça tiendra pas, c'est comme Internet en 99-2000 là où ça va disparaître, c'est quand même là pour rester. Quand vous avez des grandes institutions comme le MoMA qui non seulement en parlent mais font quelque chose en lien avec ça en vendant une partie de leur œuvre classique pour construire un début de collection en NFT, c'est quand même un signal assez fort de pérennité de cet écosystème. Et donc oui, pour moi, c'est super positif, à la fois pour les artistes et pour les collectionneurs. Et il y a 1 an, à cette date, le monde de l'art traditionnel n'était pas du tout prêt à faire ce saut. Ça discutait un petit peu de il y a cette nouvelle chose, le NFT, qu'est-ce que c'est, etc. Maintenant, juste 1 an plus tard, ils sont tous prêts à y aller. Enfin, c'est incroyable les discussions qu'on a avec des grands galeristes, des institutions qui maintenant pensent NFT. C'est fou.
Oui, alors il pense à NFT, justement c'est ma prochaine question, c'est par rapport à l'art digital. Parce que puisque idéalement ce NFT va venir certifier un fichier digital, autant faire directement du digital, enfin bon, ça c'est mon sentiment très personnel, et si on fait que du digital, à ce moment-là j'ai l'impression qu'on peut, j'allais dire s'éclater, on peut aller beaucoup plus loin peut-être même en tant que photographe et aller au-delà de je prends mon boîtier, je shoote un personnage, une personne ou la nature. On peut carrément se dire, on pourrait imaginer des œuvres abstraites, complètement abstraites, en shootant, limite sans même shooter en fait. On pourrait être directement, et on sait qu'il y a ça dans l'art génératif par exemple, on pourrait imaginer des choses abstraites à partir de formes nébuleuses comme ça. Ouais. Bon, après, c'est marrant, on rentre dans un débat de qu'est-ce que la photographie. Alors voilà, qu'est-ce que là, oui, c'est ça. Et ça peut être plus ou moins ouvert ou fermé. Pour moi, la photo c'est la capture de la lumière. Donc après, comment est-ce qu'elle est capturée, ça porte à débat. Par exemple, est-ce qu'un screenshot c'est une photo? Donc voilà. Ouais, tu as raison, tu distingues l'image de la photographie. Ou une image, c'est une image et la photo ça capture la lumière. Oui, c'est ok. C'est ça. Un screenshot, on fait une capture d'écran en fait, une capture d'écran de lumière. C'est donc certaines personnes pourraient considérer que c'est une photographie. Après, chacun décide de ce qu'il veut et ce qui est de la photographie. Ok, lui. Jean-Michel, ça m'intéresserait d'avoir ton avis. Est-ce que toi, quand un photographe te dit tiens, j'ai fait telle image, est-ce que toi tu vas dire cette image-là, oui, elle est jolie, c'est une image, mais c'est pas de la photo? Non, parce que je collectionne pas simplement de la photo en fait en NFT, je collectionne du crypto art et donc moi je suis pas compartimenté, je suis plus sur la NFT photo, mais effectivement comme c'est très bien dit par Julien, des fois la frontière elle est encore, et comme tu le dis très bien aussi Benjamin, la frontière entre grâce au digital, comme c'est nativement numérique et digital, en l'occurrence la frontière elle est de plus en plus floue, voire des fois on sait pas trop où on est quoi. Mais pour moi c'est pas du tout un problème, encore une fois, mais ce qui m'intéresse c'est la création artistique, c'est l'émotion que ça génère, c'est l'histoire derrière, parce qu'on a parlé tout à l'heure, c'était très justement dit par Julien et également par toi Benjamin, mais pour moi aujourd'hui, encore une fois, avec le niveau de technicité qu'apportent tous les instruments technologiques, que ce soit les smartphones ou les appareils numériques, les appareils photo numériques, pour moi, ce qui va créer une œuvre iconique, c'est bien sûr le sujet, mais c'est aussi l'histoire et c'est l'intention. L'intention, c'est l'intention artistique, c'est-à-dire que moi, si je prends une photo par hasard de deux personnes dans la rue qui se ressemblent, bon, c'est une photo prise sur le vif et ça n'a pas beaucoup de valeur. Si c'est Justin Aversano dans le contexte d'une œuvre, d'une série globale sur les jumeaux, tout d'un coup ça prend une importance plus importante, et en plus de ça derrière il y a tout le hors cadre avec l'histoire de Justin qui a perdu son frère jumeau quand il était bébé, etc., enfin dans le ventre de sa mère, etc., qui fait que du coup il y a toute une histoire qu'on raconte, qui fait qu'il y a quelque chose qui s'attache à la photographie qui va au-delà de la simple prise de lumière technique avec quel que soit l'appareil, qui est l'histoire, le hors cadre, qui est tout ça. Donc pour moi c'est ça qui fait la valeur et qui fera la valeur des photos en tant que collectionneur. Ouais, ok. Alors pour avancer, pour peut-être arriver progressivement à clore cet épisode, j'aimerais vous parler d'adoption massive. C'est la question classique que je pose à tous nos invités, parce que c'est quand même ça qui au final nous intéresse quand même beaucoup. C'est parce que nous on est des early adopters, on est des pionniers, on adore ça, mais on aimerait progressivement que les gens comprennent et adoptent aussi ça, parce qu'on aimerait échanger avec eux, y compris nos amis à qui on essaie d'expliquer le soir dans les dîners ce que c'est. Et il y a encore des pierres d'achoppement quand même profondes sur toutes ces technologies. Est-ce que quand on voit Instagram, on en parlait un petit peu en off, bon, Instagram maintenant c'est officiel, ça a démarré aux États-Unis, ça va arriver en Europe, Instagram va proposer que tous les posts, tout ce qu'on poste sur Instagram deviennent des NFT. Voilà, ça c'est la promesse ultime, c'est-à-dire c'est possible de le posséder en NFT. C'est possible donc de le vendre en crypto-monnaie, de l'échanger, de se l'envoyer, etc. Et de développer un schéma d'unicité sur des photos et d'attribuer des propriétés à des photos, à tout ce qu'on poste en fait. Est-ce que ça vous semble intéressant? J'imagine que oui, mais est-ce que pour vous, c'est ça l'adoption massive? Et finalement, Instagram appelle ça même pas des NFT, ils appellent ça des digital collectibles. Est-ce que ça a du sens pour toi, Julien? On commence par toi. Est-ce que tu y crois, ou est-ce que tu penses que l'adoption passera par un autre chemin? Je pense que c'est intéressant parce que ça va ramener du monde. Et plus on a de gens qui comprennent ce qu'est un NFT ou un digital collectible, comme il l'appelle sur Instagram, plus on aura de gens qui seront intéressés par
la photographie sous forme de NFT. Enfin, pour moi, c'est logique de le voir comme ça. Et je suis content que Instagram fasse. Enfin, ils ont combien d'utilisateurs aujourd'hui? C'est 2 milliards de personnes. Hein. Ouais, voilà, c'est incroyable. Rhapsody Curated pourrait à terme. Alors, vous avez un compte Instagram, par exemple, ça voudrait dire que. On a un compte Insta que c'est pas notre moyen de communication principal, vu que dans les NFT, c'est beaucoup Twitter. Mais nous, on fera jamais nos NFT sur Instagram. Ouais. Nous on crée le smart contract avec la technologie derrière les NFT pour chaque artiste pour que ça aille avec sa série et donc on va jamais minter ou créer un NFT sur Instagram. Ah oui, c'est un bon point. Rappelons effectivement, tu as raison de le dire, que quand on adopte Instagram, si on fait ces NFT sur Insta, alors on est soumis aux règles d'Instagram, tout comme on va sur OpenSea, on est soumis au type de NFT de Instagram. Et ça peut être problématique. Et ça peut être problématique, surtout dans l'art, si on veut faire des choses assez uniques, bien spécifiques. Et en fait, surtout dès qu'on est par exemple dans un pays qui a des problèmes avec les États-Unis, là, être sur des grosses plateformes comme OpenSea ou Instagram, ça peut poser problème. Il y a un photographe dans ma collection. Ah oui, un Iranien, c'est ça? Ouais, un Iranien. Ah oui. Qui a eu ses photos délistées d'OpenSea. Ouais, du coup, en fait, ça a disparu. Moi, je peux le voir parce que je l'avais mis sur ma galerie On Cyber, qui est une galerie virtuelle dans laquelle on peut afficher ses NFT. Et sinon, à part ça, je peux pas le voir sur OpenSea et je peux pas le revendre ou rien. Même, j'ai pas envie de revendre ces œuvres, mais si je voulais, je pourrais pas parce que le second marché des NFT, c'est sur OpenSea et ils l'ont bloqué. Oui, alors l'Iranien a pu minter, donc placer son NFT sur Ethereum parce que c'est une blockchain publique, mais la marketplace OpenSea soumise aux règles américaines n'a pas voulu afficher l'image. C'est ça, le NFT existe encore. Donc il existe sur la blockchain. Il est caché. Mais il est caché. Et il l'a dit sur Twitter et des gens comme toi qui étaient un peu. Mais je me souviens de cette news. Elle a beaucoup circulé dans le petit microcosme NFT. Et effectivement, c'était incroyable, c'était génial que cet artiste iranien puisse montrer son travail malgré l'interdiction de l'Empire américain. Toi, Jean-Michel, sur Instagram, ça te parle ou tu estimes que oui, ok, c'est le début de l'adoption massive, mais elle passera différemment? Je pense que c'est positif. C'est positif pour les raisons qui ont été invoquées précédemment par Julien ou par toi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus d'adoption. Il faut surtout dédiaboliser le sujet des NFT. Donc, quand une aussi grande plateforme avec autant d'utilisateurs que Instagram fait ses, je sais pas comment on dit en français, ses collectionnables digitaux, je sais pas comment on peut traduire ça, c'est effectivement c'est positif. Ça va amener potentiellement des dizaines, centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, probablement des dizaines de millions de personnes à un moment donné à s'intéresser au sujet, à faire l'acquisition de leur premier collectible, je sais pas comment on dit, et ensuite de peut-être passer à l'étape suivante, parce qu'effectivement pour l'instant, comme je suis pas aux États-Unis, j'ai pas encore la vision exacte de comment ils vont le faire. Est-ce qu'effectivement c'est très centralisé, comme le dit Julien, est-ce qu'ils ont un droit de regard sur absolument tout ou pas. Par contre, ce que je constate, c'est pour avoir suivi un petit peu de loin, parce qu'il se trouve que la vingtaine d'artistes qu'ils ont pris pour faire leur première série là justement de NFT photo, il se trouve que j'en connais énormément, parce que ils sont pas ennuyés, ils ont pris le top 20 des plus grands photographes NFT. Comme j'ai la chance de les connaître et d'en collectionner certains, je les connais. Donc il y a Dave Krugman, il y a Drift, il y a Diana Sinclair, il y en a plein comme ça que je collectionne en NFT. Et je sais que Drift a fait son premier drop, je crois c'était le 9 novembre. Sold out en 10 secondes. Voilà. Et c'est une série de combien? De 100, je crois? Ouais, c'était 100. C'était 100. Et c'était quel prix, tu te rappelles ou pas? Je crois que c'était 1000 euros ou un truc comme ça, non? Non, peut-être oui, pas. c'était 1000 euros, voilà. C'est ça. Bon. 1000 euros, 100 000 en tout. Poum, comme ça, en 10 secondes. Pourquoi? Parce que forcément, en face, vous avez un nombre de collectionneurs potentiel qui est énorme, et ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que du coup Drift, qui avant était collectionné certes par des gens comme moi, mais peut-être par 50 ou 100 personnes dans le monde qui collectionnent des NFT, qui sont plutôt dans l'univers de la crypto, etc., qui sont un peu des geeks et tout ça, là d'un coup vous basculez sur une autre population, et je pense que c'est très bien pour l'adoption de l'art, parce que l'objectif, moi comme j'ai effectivement eu la chance de connaître le street art il y a une quinzaine d'années, pour moi c'est le même sujet, c'est la subculture qui va devenir la culture majeure. Banksy, quand j'en parlais en 2006-2007, les gens rigolaient, les gens disaient ouais, c'est des graffitis, c'est des trucs dans la rue, ça vaudra jamais rien. J'ai eu des galeristes connus à l'époque qui m'ont dit les pires gros mots sur cet artiste. Aujourd'hui, c'est l'artiste britannique le plus connu en Grande-Bretagne. Ouais.
Aujourd'hui, il n'est pas encore dans beaucoup de collections, il est encore dans très très peu de musées. C'est intéressant quand vous avez la sous-culture. Et c'est la sous-culture Internet. Banksy, il a été fait par Internet. C'est pas les grands musées qui ont décidé de mettre Banksy, c'est Internet qui a fait Banksy. Et qui, à l'époque, a très bien utilisé, un peu comme les NFT. Oui, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux à l'époque, qui n'existaient pas encore vraiment, mais il a utilisé en tout cas Internet. Il a eu un très bon bouche à oreille. Et puis, les gens ont commencé à en parler sur les chats, etc. Et c'est comme ça qu'il a créé sa communauté et puis ensuite sa communauté de collectionneurs. Donc pour moi, les NFT, c'est ça, mais démultiplié à 100 000, quoi. Et donc, on va aller vers ça. Et donc, probablement que les artistes NFT, qui aujourd'hui, c'est très émergent, sont pas très connus du grand public, grâce à Instagram, grâce au MoMA et grâce à plein d'autres choses qui vont se passer dans les années qui viennent, dans ces gens-là, il y a le Banksy de dans 5 ans ou 10 ans. Oui, tu parlais de crypto art, c'est exactement ça. On voit bien que le NFT a fait exploser le crypto art, lui a donné une légitimité, une crédibilité qu'elle n'avait pas du tout avant. Les crypto artistes, c'est-à-dire les artistes purement digitaux, qui en plus avaient des références à l'art geek, à la geek culture, à la sous-culture, etc. C'était vraiment méprisé même, ne parlons même pas du monde de l'art. Et d'un seul coup, avec les NFT, ils ont trouvé un marché, ils ont trouvé des fanatiques, des collectionneurs qui ont adoré ça. Et ça, c'est un mouvement radical dans l'histoire de l'art, en fait. Et en fait, ils ont créé un nouveau mouvement, type comme les impressionnistes avaient fait à l'époque, en fait. Et le MoMA est en train d'accréditer ça, de dire oui, il se passe quelque chose, quoi, clairement. Je voulais juste parler de Ledger, parce que Jean-Michel, tu fais aussi partie d'une grande entreprise française qui s'appelle Ledger, qui fait ce qu'on appelle des cold wallets, un wallet sécurisé sur un appareil qu'on garde dans sa poche, en principe, hein. Et justement, Ledger propose maintenant d'héberger ces NFT, parce que on est aujourd'hui, là, mi-novembre, il y a eu beaucoup de remous sur le marché des crypto-monnaies, et Ledger est là pour dire, mettez vos crypto-monnaies à l'abri, et mettez vos NFT à l'abri, parce que en général, on achète ça avec un wallet, un MetaMask, c'est le plus connu, et le NFT, il est là dans ce wallet, connecté à l'Internet, et quand même, il y a eu des vols de NFT. Donc rappelons, faites attention surtout quand vous investissez de l'argent et puis de l'émotion dans un NFT, mettez-le à l'abri. Vous pouvez aussi, c'est comme un token, vous le mettez sur une clé Ledger, donc ça tombe bien. Donc j'imagine que c'est ce que tu préconises aussi. Bien sûr. Est-ce que tu sais si les collectionneurs le font vraiment ? Je pense que oui. Oui. Je pense que oui, effectivement, tu l'as très bien dit. Je pense que c'est à partir d'un certain montant, en fait. C'est comme une œuvre d'art, en fait. Si j'achète un très beau tableau, alors j'ai pas les moyens, mais si je vais en face à Beaubourg et que j'achète un des, je sais pas, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de sympa, un Jeff Koons ou n'importe quoi, enfin bref, ce qu'on veut, plusieurs dizaines de millions, je vais certainement pas le laisser en bas pendant que je vais chercher mon taxi. Je vais pas le laisser en bas devant la porte en attendant que quelqu'un passe, parce que si quelqu'un va passer, va le prendre. De la même façon, quand on a un actif qui vaut un certain prix en NFT ou en cryptoactif, mais un NFT c'est encore particulier parce que ça a une valeur émotionnelle, comme tu l'as dit, qui est encore plus forte qu'un cryptoactif monétaire économique, parce qu'il y a quelque chose, une propriété physique d'un actif digital qui lui-même représente une œuvre d'art, donc avec quelque chose d'intangible très très fort, très très puissant. Faut surtout pas laisser dans la rue. Et donc, faut pas laisser dans la rue, faut pas laisser sur un software wallet, faut pas laisser sur un exchange. On l'a vu malheureusement avec ce qui s'est passé avec FTX il y a quelques jours. Il faut l'avoir de par vers soi, il faut en être le propriétaire ultime. Et pour être le propriétaire ultime, la solution idéale, c'est effectivement de le protéger sur un cold wallet, ou plutôt ce qu'on appelle nous un hardware wallet, donc un porte-monnaie physique, pour le terme hardware en anglais, qui s'avère être effectivement Ledger. Et on a la chance effectivement depuis maintenant plus de 8 ans de faire ça. C'est notre métier. On est parmi les seuls au monde à savoir le faire. Pourquoi ? Parce qu'on vient de la carte à puce, de la technologie de la carte à puce, et qu'on a emmené cette technologie carte à puce pour la pousser encore plus loin dans ces fameux, comment dirais-je, actifs numériques / cryptographiques, d'où le terme crypto. Et c'est notre spécialité. C'est comme ça qu'effectivement la plupart des collectionneurs de haut niveau et les artistes également ont tous des ledgers, parce que c'est la seule façon de garantir l'intégrité de leurs actifs. Ouais. En tout cas, moi j'adore ça, l'art et la technologie. J'adore parler de ça. Je trouve que ça va très bien ensemble. L'art et la technologie, je m'aperçois que beaucoup d'artistes s'intéressent énormément à la science et à la technologie. Beaucoup de gens dans la technologie commencent à s'intéresser beaucoup à l'art, justement via les NFT. Moi j'ai vu ça sur Twitter depuis 2 ans, des crypto-artistes qui faisaient que de l'art digital, qui connaissaient rien à l'art, mais qui maintenant se passionnent pour l'histoire de l'art. Donc Julien Zanet, merci beaucoup. On rappelle ton site rhapsodycurated.com. Donc on retrouve, le site est live, vous pouvez aller voir les artistes. On peut acheter en NFT.
Il y aura bientôt de nouveaux artistes photographes, je crois, dans 1 mois ou 2, tu m'as dit. Oui, c'est ça. En 2023, on va sortir la saison 2 avec de nouveaux artistes dont je peux pas encore parler, mais ça va être sympa. Ok, super. Et Jean-Michel Paillon, merci beaucoup. Et puis on te retrouve sur Twitter pour connaître tes actualités, savoir ce que tu aimes comme photographe, etc. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez aller sur notre site web nftbusiness.tech, TECH, pour enregistrer votre email et recevoir notre newsletter, et aussi en cadeau le e-book que nous avons conçu sur la finance décentralisée et votre liberté financière. Merci de nous avoir suivis, à très vite et à très bientôt.